Smart Rebond en partenariat avec Cegid. Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rebond en partenariat avec Cegid, les ressources humaines aujourd'hui à la une sur fond de... Mais d'ailleurs c'est une des questions qu'on posera rapidement parce que le sujet est quand même intéressant. Sur fond de grandes démissions, nouveaux rapports au travail, enfin bref, vous entendez tout ça. Crise de recrutement, ça c'est une certitude dans l'ensemble des secteurs. Est-ce qu'il faut que les RH se mettent mais très sérieusement à l'heure du marketing? On va voir ça ensemble, c'est parti. Autour de la table, donc, partenariat avec Cegid. Mohamed, je commence avec vous. Mohamed Zagou, bonjour Mohamed. Bonjour. Responsable marketing donc, des produits RH, on dit RH Capital Management, c'est ça Human Capital. Human Capital Management chez Cegid. Et c'est toi qui as eu cette très bonne idée autour du marketing RH, et puis donc deux DRH. Sylvie Blondel, bonjour Sylvie. Bonjour. DRH donc, de Storm Shield, filiale d'Airbus, une filiale que je ne connais pas. Alors, donc c'est une filiale d'Airbus, effectivement, de la partie cyberdéfense. Ah, oui. Et en fait, on est un éditeur français de solutions de cybersécurité. D'accord. Et Karine Voirin, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. On est dans le monde du logiciel, là, pour le coup. DRH Europe de l'Ouest d'Adobe. Oui. Tiens, ça me permet de poser une question que je rêve de poser depuis longtemps. Est-ce que chez Adobe en France, on dit Adobe ou on dit Adobe? On dit les deux. Ah, on dit les deux. Ça Bon, marche, il bah voilà. n'y a pas de problème. Alors ça tombe bien sur ce sujet, parce qu'on a un chiffre qui est tombé hier de la DARES. Oui, voilà, c'est ça, de la DARES. 1 million de salariés ont abandonné leur CDI en 6 mois, donc sur les 6 premiers mois de l'année, soit 20% de plus qu'avant l'épidémie, mais c'est des chiffres qui étaient comparables à des fortes années de croissance, 2001 et 2007. Et donc, alors, d'abord, il y a, est-ce que vous-même, vous êtes face à cette bougeotte des salariés? Et question subsidiaire, est-ce que ça va résister à la récession, ou enfin, en tout cas, à la période un peu plus compliquée économiquement qui se profile? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors oui, on a eu des départs. On est à peu près à 20% de turnover. Ah ben voilà, t'es dans voilà, donc on est dans le tempo. Au cost. Mais en même temps, on arrive aussi à recruter. Donc c'est ce qui est rassurant. Vous voyez, par exemple, l'année passée, on a intégré 80 personnes, 80 nouveaux. Donc ça ramène des nouvelles compétences. Mais oui, on a aussi enregistré quelques départs et des départs. Mais on est plutôt sur un taux qui est un peu plus élevé, mais pas explosant non plus. Mais en même temps, ce taux de 20%, enfin je me souviens, il y avait eu une affaire boursière, même avec Capgemini, l'année dernière. Ce taux de 20% dans le secteur de la tech que vous représentez toutes les deux, il est assez classique. Enfin, j'imagine aussi chez Cegid, c'est pas du tout... C'est pas un taux qui est explosé, en fait. Non, absolument. Karine? Non, nous, on est à peu près autour de 15% en fait, de turnover. On a fait très attention aussi parce qu'on voyait cette grande démission, ce phénomène aux États-Unis. Donc, on a vraiment essayé d'être vigilant et d'avoir un rapport, un dialogue très proche avec nos collaborateurs et vraiment d'être à l'écoute. C'est vraiment le sujet qui nous a occupés pendant ces années Covid et post-Covid. Et Sylvie, de ce que tu entends, enfin je ne sais pas d'ailleurs, ainsi entre... dans la grande famille Airbus, vous discutez entre vous, etc. Mais du côté de l'industrie, du côté des filiales de maintenance, etc. Alors, je pense que c'est pour tout le monde. Toutes les entreprises font face aux mêmes problématiques, recrutement, pénurie de recrutement, de candidats, de bougeotte, d'envie de bougeotte. Je pense que le Covid a accéléré les choses. Et je suis d'accord. Nous aussi, on a aussi passé beaucoup de temps pendant le Covid à reconnecter les RH aux gens. Parce que je pense que ça, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit à nouveau plus connecté avec l'humain. En fait. C'est ça qui va faire la différence, c'est la relation en fait, qu'on va avoir avec nos collaborateurs pour les fidéliser. Mohamed? Complètement aligné, j'irai même un peu plus loin avec notamment le rôle du manager. Le manager a un rôle qui a drastiquement changé, surtout depuis la crise sanitaire. C'est celui qui a vraiment cette relation de proximité-là avec le collaborateur et c'est celui qui va porter le message de la RH. Être un petit peu l'ambassadeur numéro 1 de toutes les initiatives RH au sein de l'entreprise. Le message de la RH? Oui. Ça n'a pas toujours été le cas, ça, quand même. Le manager, normalement, il porte le message de celui qui est au-dessus de lui, il porte le message de la direction générale, il ne porte pas le message de la RH, si comment...
Allez-y. Alors, Vas-y, Karine. moi, Dans un monde idéal. Hein, moi, bref. j'ai Oui, non, mais tendance c'est à très dire intéressant comme aspect. que le manager, c'est le premier RH qui est sur le terrain, en fait. Hein. Absolument. Donc, il fait... Il en est convaincu de ça, le manager, aujourd'hui ? Oui, je pense que nos managers, et encore plus maintenant, hein, c'est ce qu'on disait, après cette expérience Covid, il est au quotidien, à l'écoute, il se fait le relais en fait auprès des équipes RH de ce qui se passe, et on travaille en fait ensemble pour essayer d'ajuster, parce qu'on parlait aussi d'expérience, c'est vraiment, nous, on a à cœur de travailler autour de l'expérience de nos employés et de l'expérience des candidats. Donc, on travaille avec eux pour être vraiment à l'écoute et essayer de détecter aussi quels sont les besoins pour y répondre au plus juste. Nous, clairement, c'est un binôme, en fait. En tout cas, avec mes équipes, c'est ce qu'on veut faire. C'est c'est ce que tu veux faire, C'est ce mais que je veux faire. oui, ça, parce Mais que j'essaye. ça devient non. le monde rêvé, ça devient conte de fées, là. Non, mais franchement, moi, je pense que c'est super important d'avoir un binôme. On travaille vraiment en binôme. On a une référente RH et un manager. Ouais. Et ils sont là, deux interlocuteurs pour faire avancer l'équipe. Et les échos que j'ai de nos managers, c'est que c'est top, parce qu'ils se sentent aussi soutenus, parce que parfois, c'est pas évident, les choses évoluent, les gens sont à distance. Et donc, clairement, c'est un vrai travail d'équipe. Autre d'ailleurs chiffre, alors pas surprenant, mais je vous les donne comme ça très rapidement, vous les avez peut-être vu, très récent, donc sondage celui-là, Opinionway, fait par le cabinet de conseil de Bruno Mettling, l'ancien DRH d'Orange, qui viendra nous voir d'ailleurs sur Bismart, qui travaille aussi beaucoup sur les travailleurs des plateformes, etc. Et tout. Pas très révolutionnaire, mais quand même, globalement quand même, le salaire et les conditions de travail, reste, le salaire et la sécurité financière, voilà, reste le premier déterminant de l'attachement du salarié à son entreprise. Le sens vient derrière, la reconnaissance vient en troisième position. Je pense que ça ne vous surprend pas, mesdames. Mais derrière, du côté effectivement des salariés comme des managers, il y a une proportion un tout petit peu plus élevée d'attachement à l'entreprise et d'attachement au travail comme centre de la vie active. Donc on n'est pas du tout sur, je ne sais pas comment vous le ressentez, sur ce qu'on a pu décrire à un moment en sortie de Covid, d'une entreprise qui allait exploser dans tous les sens. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce dont on parlait, cette tension-là qu'il y a sur le marché, a renversé probablement le rapport employeur-candidat, très clairement. Et c'est maintenant à l'entreprise, en fait, de se mettre en avant, de montrer qui elle est, mais qui elle est vraiment, avec authenticité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une communication institutionnelle. Nous, on en a une. Voilà, on parle de nos différents projets, de ce qui nous tient à cœur, de la diversité, de l'inclusion, de l'égalité. Mais voilà, c'est ça ce que les candidats cherchent. C'est vraiment voir l'entreprise telle qu'elle est, de manière authentique. Et c'est vrai que les témoignages collaborateurs, par exemple, c'est ce qui fonctionne le mieux. Parce qu'ils parlent avec sincérité de ce qu'ils vivent au quotidien. Et je crois qu'aujourd'hui, les candidats cherchent, c'est sûr, un poste, mais comme vous le disiez, ils cherchent aussi du sens, des valeurs, un environnement de travail, et ils ont envie de découvrir ça avant de signer le contrat de travail, en fait. Donc la période d'essai, c'est dans l'autre sens maintenant. C'est plus l'entreprise qui essaie le collaborateur, c'est le collaborateur qui essaie l'entreprise. Un peu, oui. Ouais, un peu, oui. Et clairement, je suis d'accord, c'est aussi l'honnêteté intellectuelle. C'est pas faire du marketing pour faire du marketing. On va en parler avec Mohamed. Parce que, et moi, j'avoue que j'ai vu deux nouveaux là, qui m'ont fait plaisir en me disant dis donc, je suis content parce que ce qu'on m'a vendu, c'est ce que j'ai. En fait. Et ça, je pense que c'est super important. Pas faire du marketing pour enjoliver. Il faut faire du marketing pour mettre en valeur les différenciateurs. Mais il faut que ce soit la réalité. Et si ce n'est pas la réalité, si on est un peu en retard sur certains sujets, je pense qu'il faut le dire. En fait. Sylvie, sinon, on recrute, mais en fait, les gens ne restent pas. Donc, Sylvie, pas grand intérêt. Vous êtes sans aucun doute à la pointe en matière RH. Oh, je ne sais pas. Mais peut-être pas en matière marketing. Parce qu'il y a longtemps que le marketing s'est arrêté de mentir. Il y a longtemps que vous ne vendez plus rien en mentant aux gens, vous savez. Non, vraiment, ça... Bon, tant mieux. Oui, il y a un petit moment. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement ? On rentre tout de suite dans le truc, Mohamed, et je trouvais ça très intéressant. D'utiliser, ce que vous dites, c'est utiliser les outils du marketing, en fait, en RH. Absolument. Raconte-nous un peu comment ça... Alors, déjà, la fonction RH, déjà, elle a évolué d'une manière assez radicale ces dernières années. Moi, je qualifie la fonction RH de science sociale. C'est un petit peu comme le marketing. Le marketing est une science sociale. Le marketing a une vision business un peu plus ancienne que celle de la fonction RH. La fonction RH existe depuis la nuit des temps, même si on ne le sait pas. Par exemple, je crois que Léonard de Vinci mettait ses CV sur
sur des petits morceaux de paplard. Hein. C'était Non. Oui. Je ne sais plus où est-ce que j'ai chopé Vous saviez ça. ça, vous Ah non. Mais il y avait la fonction RH, les pratiques RH existent depuis la nuit des temps. Par exemple, la cooptation des collaborateurs. Il y avait Napoléon qui faisait ça à l'époque pour faire recruter des soldats. Il faisait de la cooptation rémunérée. Donc il y a plein de pratiques RH qui existent, mais ça n'a jamais vraiment été orchestré. Donc la fonction RH a radicalement évolué. Je suis tombé sur une étude qui était vraiment intéressante, qui avait fait une analyse sémantique des postes d'emploi à pourvoir pour les fonctions RH. Et cette fonction-là est passée d'une fonction administrative à une fonction de pilotage. Ouais. Le marketing, c'est la même chose. On est passé d'une fonction très transactionnelle, où l'offre était supérieure à la demande, la demande était supérieure à l'offre, donc il n'y avait pas forcément besoin de faire d'efforts pour vendre ton produit, puisque forcément, il y avait la demande, juste la transaction à gérer. Mais lorsque le rapport de force s'est inversé, forcément, le marketing a dû se réinventer. Et on est passé d'un marketing transactionnel à un marketing plus orienté vers la relation client et ensuite vers l'expérience client. Et aujourd'hui, c'est des terminologies qui sont utilisées auprès de la fonction RH. On est passé d'une fonction RH très administrative, très limite transactionnelle. La boîte a besoin de recruter. Il y a des candidats. On fait le processus administratif d'embauche et le candidat démarre. Aujourd'hui, on est dans un rapport où on parle d'expérience collaborateur. Mais maintenant, on parle d'expérience candidat. Parce que même si ce même candidat n'est plus du tout, ne sera peut-être pas un collaborateur, la fonction RH, par le biais des technologies, par le biais de bonnes pratiques, doit mettre en place des initiatives. Alors attends, on va y aller parce que et puis tu vas encore plus loin, tu parles de funnel, etc. Enfin vraiment ça, les purs les purs termes marketing. Mais d'abord, juste sur cette première partie, comment est-ce que vous analysez le discours de Mohamed? Vous êtes d'accord? Ah, oui. Pour moi, l'image employeur, en fait, c'est deux choses. C'est l'expérience candidat, hein, tu l'as dit tout à l'heure, et l'expérience collaborateur. Je pense que l'expérience collaborateur nous aide à marketiser l'expérience candidat. C'est quand même eux qui en parlent le mieux, mais oui, les deux sont extrêmement liés et je pense que c'est même lié à l'image corporate de la boîte. En fait, donc, en fait, c'est tout un travail qui doit être commun entre nos équipes marketing et les équipes RH. Donc, il faut qu'on travaille à un socle commun. Comment ça se matérialise, cette expérience candidat? Enfin, concrètement, est-ce que tu peux nous décrire quelques éléments qui matérialisent le fait parce que expérience employée ou etc. On voit bien la façon de expérience candidat, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors l'expérience candidat, c'est typiquement en fait comment on recrute, quel process on utilise, est-ce qu'on est has-been dans nos process de recrutement. Par exemple, un candidat aujourd'hui, il ne veut plus. Avant, on avait un process RH relativement administratif où on passait par la case RH, on faisait des entretiens formels, etc. Aujourd'hui, nous, en fait, notre première étape en entretien RH, elle dure 20 minutes. On fait un premier screening et on passe tout de suite à l'opérationnel. Parce que le candidat, en fait, il veut être appâté, en tout cas dans nos métiers, sur des aspects techniques, tout de suite être dans le vif du sujet. Donc le process recrutement, en lui-même déjà, c'est une expérience candidat. D'accord. Karine? Oui, de notre côté, on essaye de faire en sorte que cette expérience candidat soit bonne et soit une bonne expérience quelle que soit l'issue, en fait. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait un suivi qui soit régulier entre le recruteur et le candidat, qui puisse le tenir au courant des personnes qu'il ou elle va rencontrer. Et puis, à la fin, il y en a systématiquement une enquête de satisfaction sur le parcours candidat, quelle que soit l'issue, qu'il soit recruté ou non. On essaye de voir qu'est-ce que vous avez apprécié ou moins apprécié dans le parcours candidat. Donc, on ajuste. Et le candidat remplit l'enquête même s'il n'a pas été recruté? Un peu moins, c'est sûr. Mais on a ça dépend aussi de qui vient le fait du non-recrutement. Voilà, on a aussi, on passe des coups de fil pour savoir comment s'est passée l'expérience. Et puis on essaye surtout d'apporter du feedback. C'est-à-dire que si on donne une réponse négative à un candidat, on essaye de faire en sorte qu'il reparte avec quelque chose quand même de cette expérience. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus de temps. En fait, tout ce que vous décrivez là sont des trucs quand même qui sont très chronophages. Et c'est pour ça des équipes RH dont j'ai pas l'impression qu'elles aient été massivement augmentées. C'est pour ça qu'il faut se connecter. Il faut avoir des outils qui nous enlèvent toutes nos non-valeurs ajoutées. Aujourd'hui, par exemple, on distribue plus de fiches de paye. En fait, on a tous des matérialisations de fiches de paye. Donc tout ce temps qu'on gagne, il faut qu'on le gagne. Ce que je disais tout à l'heure sur l'humanité qu'on donne dans l'entreprise et le temps qu'on y passe. C'est la notion du tech care, en fait. Elle vient de faire ton boulot, là. Moi, je deviens bonne. Remarquable. Là, tu as 20 secondes, là, on te les offre. En fait, ce que j'entends, c'est
des pratiques marketing qui sont dans un contexte RH, très clairement. Le marketing est aussi passé par une phase d'automatisation des processus marketing. On n'est plus le porte-à-porte manuel, on n'est plus vers le phoning manuel. Aujourd'hui, on automatise la génération de leads. Pour moi, l'expérience candidat, ça passe aussi par ça. C'est une forme d'automatisation de la génération de leads. Le lead marketing est en fait une candidature parce que tu aménages ton site carrière comme un site marchand au final. Tu mets une belle proposition de valeur collaborateur, tu parles des valeurs de l'entreprise, tu aménages le site avec ton branding, ta communication, ton image de marque. Donc la génération de leads, c'est aussi de la génération de candidats. Donc très clairement, c'est des pratiques marketing qui sont transposées dans un univers RH. Aujourd'hui, c'est pas forcément pris en compte parce que le marketing garde toujours un peu cette connotation un peu sulfureuse. Mais elles l'ont dit d'ailleurs. Hein. Oui. Ah, c'est vachement intéressant. Mais voilà. Après, ce qu'il faut savoir du marketing, moi je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais pas le faire. C'est, pardonnez-moi le terme, c'est une science bâtarde. C'est-à-dire, c'est une science qui a un mélange de stratégie, qui a un mélange de communication, qui a un mélange de neurosciences, qui a un mélange de pas mal de choses. La fonction RH, c'est littéralement la même chose. C'est un mélange de stratégie, parce qu'on parle de stratégie RH. C'est un mélange de tactique, parce qu'il y a également des tactiques RH. Donc la stratégie est un ensemble de tactiques. Donc il y a énormément de similitudes. Et je pense qu'aujourd'hui, la fonction RH, elle arrive à un stade de maturité où elle commence à orchestrer l'ensemble de ces actions-là. Avant, c'était un ensemble de tactiques qui n'étaient pas toujours coordonnées. Aujourd'hui, on parle d'une réflexion stratégique RH qui consiste à coordonner ce genre d'initiative dans le cadre d'un objectif, on va dire, qui est allé sur une année, voire plusieurs années. Donc c'est copier-coller du marketing. Donc si vous voulez travailler dans mon équipe, tu recrutes. Vous voulez recruter, si vous voulez changer de métier. À mon avis, elles sont trop chères. Et vice-versa. Vice-versa. Et vice-versa, on recrute aussi. L'image de marque employeur, c'est l'image de marque tout court. Il y avait beaucoup d'entreprises qui ne portaient pas forcément d'attention à leur image de marque. Tu as raison. Par contre, il y avait beaucoup de gestionnaires RH ou de directeurs RH qui prenaient énormément d'attention à l'image de marque de l'employabilité de la compagnie. Donc, il y a des pratiques qui se partagent finalement. Et moi, j'ai la chance d'être dans les deux. Donc, ça, c'est plutôt cool. Commentaire ? Non, c'est votre site RH comme un site marchand. Moi, je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui me heurte un tout petit peu en matière de progression d'entreprise, mais là, ça me fait non, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Enfin, au fond de moi, il y a quand même quelque chose comme ça. Il y a même du référencement de job, de site carrière. Donc il y a un système de référencement. Tu vois, le moment arrive quand est-ce qu'on me colle un code barre pour assurer la visibilité de en fait, nous, on a un site, évidemment, qui présente l'entreprise, qui présente les valeurs, ce sur quoi on travaille. On a même une page qui explique, en fait, tous les avantages et tous les bénéfices. Donc, un candidat peut, sans avoir besoin d'avoir la conversation avec le recruteur, peut avoir accès à ce type d'informations. Karine, est-ce que c'est marketé ? Est-ce que c'est ça ? Parce que j'en ai vu, moi, des pages, effectivement, employeurs et tout. Ça reste, le style n'est pas le style que... Je pense que ce qui est très important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la transparence et l'authenticité. C'est-à-dire ce qu'on met sur les pages, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, on doit retrouver vraiment ce qui se passe et la réalité qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise. On ne peut pas tromper sur un site internet. Tu ne peux pas tromper, mais tu peux marketer. C'est-à-dire tu peux quand même l'écrire plus ou moins bien. Tu peux l'écrire avec plus ou moins d'impact, plus ou moins efficacement. Quand même. Et ça, c'est quand même un métier de marketeur, quoi. Oui, marketing n'est pas mensonge. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est plus marketer dans le sens où mettre en avant. C'est mettre en avant. On met en avant, on met un effort particulier sur ça. C'est se distinguer, en fait. C'est se distinguer et se valoriser sans se survaloriser. En fait, c'est trouver le bon niveau. Voilà. Mais je pense aussi à tous ces dispositifs aujourd'hui des autorités autour du name and shame. Et on l'a vu, ça avait commencé avec les délais de paiement. Je me souviens d'ailleurs très très bien, je ne sais pas, mais la première fois que la DGCCRF a fait du name and shame public sur les délais de paiement, malheureusement Airbus était dedans, et je me souviens de la réaction. Notamment les syndicats d'Airbus, c'est pas possible, on n'a pas le droit, etc. Et donc là, ça va maintenant se multiplier avec la loi RIC-1, etc., sur les équilibres hommes-femmes, sur l'égalité salariale. Et ça, c'est des choses qui deviendront en fait inacceptables. Vous ne pourrez plus tolérer
même en termes de puissance de recrutement derrière, d'être dans ces palmarès qui vont se multiplier, palmarès de... Je vais appeler ça comme ça, palmarès de la honte. Enfin, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez aussi? Alors, c'est des choses qui sont compliquées dans nos métiers, puisque, par exemple, nous, notre indice homme-femme, évidemment, enfin, femme-homme, on dit d'ailleurs, on le sort, on est à 90 sur 100, donc c'est pas mal. C'est même plus que pas mal, surtout dans un métier comme le nôtre. Enfin, moi, je rêve d'avoir 50% de femmes dans mes équipes. Bien sûr. J'en ai 15%. On fait des actions. Moi, je suis investie dans des associations pour faire venir les femmes dans le métier de la tech. Je pense qu'il y a un vrai boulot aussi de nos hommes politiques et de la prise en compte dans l'éducation, en fait, de la diversité. Tout à fait. Parce que là, je rame beaucoup pour convaincre que dans les écoles, il faut commencer tout petit, en fait, pour démystifier nos métiers de geeks, avec tous les préjugés qu'on peut avoir derrière. Donc, l'entreprise a une responsabilité, oui. Mais je pense que la vraie responsabilité, elle est encore plus en amont sur des sujets comme cela. Mais ce que je voulais dire, sur le handicap. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça va être encore plus compliqué une fois qu'on est dans un monde du marketing et du RH totalement. Ça va être encore plus compliqué de gérer l'ensemble de ces injonctions. Ah oui, et c'est vrai que c'est déjà compliqué. Mais on y travaille, en fait. On y travaille sur l'inclusion, sur la parité, etc. Ce sont vraiment des sujets qui, aujourd'hui, sont au cœur de notre activité journalière. Un mot, Mohamed, dans l'éditeur Cégide, est-ce que dans la façon dont les systèmes RH sont montés, vous prenez en compte ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire donner des outils marketing aussi, en fait, aux RH qui travaillent avec vos outils? Absolument. Déjà, le facteur réglementaire et légal dans l'industrie du HCM, il est très important. Ouais, on est régi par le légal. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les technologies qu'on vend. Et effectivement, on essaie de fournir un écosystème technologique, justement, qui va permettre au RH de mieux orchestrer ce genre d'initiative. Tout à l'heure, quand je parlais de la génération de leads, entre guillemets, de candidats, et que je parlais de la promotion des sites carrières, il y a des technologies qui permettent justement de mettre à disposition des entreprises un aménagement personnalisable du site carrière, par exemple. Donc, on essaie de réfléchir à notre écosystème technologique de sorte à répondre à ces nouveaux besoins, en automatisation notamment, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté justement à gérer pas mal de tâches, pas mal de choses qui sont assez chronophages et pas assez de monde pour le faire. Tout à fait. L'objectif justement de Cégide, en tout cas d'un point de vue technologique, c'est d'automatiser un maximum de tâches chronophages pour la RH pour qu'elle puisse se focaliser sur toutes les problématiques que vous aviez pu mentionner en termes d'image de marque employeur, de rétention des collaborateurs, d'attractivité de l'entreprise, etc. Donc c'est un peu ça l'objectif. C'est un nouveau métier ? Moi, je dirais que c'est une continuité, en fait, du métier. Voilà, la fonction RH, c'est ce que tu disais, Mohamed, est en train d'évoluer. On est passé d'une fonction très administrative à une fonction beaucoup plus stratégique, de pilotage. Donc, c'est l'évolution, en fait, naturelle. Et moi, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens, en fait. Merci, mesdames. Merci. Merci. Mohamed, tu restes avec nous et, comme on le fait à chaque fois, une start-up sur la data RH. Vous allez voir ça. Donc, start-up, Olivier Bellou. Start-up. Je ne lancerai pas le débat sur c'est quoi la définition d'une start-up. Olivier Bellucci, donc cofondateur, non mais en l'occurrence là oui on est dedans parce que on est sur de la tech, de Monitor, alors Monitor O et puis HR, donc H muet. Exploiter la puissance de la data RH. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais et à quoi ça sert. Monitor, c'est un outil de veille concurrentielle et marché qui capitalise sur la data RH et notamment les offres d'emploi que l'on peut trouver sur les différents sites de recrutement. Et en fait, ces analyses permettent à nos clients d'augmenter la performance de leurs offres d'emploi. On établit leurs forces et faiblesses en matière de visibilité, attractivité, marketing RH, vous en avez beaucoup parlé, oui, absolument, pour qu'ils puissent se démarquer de la concurrence et toujours avoir un positionnement qui est aligné avec le marché. Aujourd'hui, on travaille avec plusieurs dizaines d'entreprises en France, notamment des ETI et grands comptes, comme OVH, Ikea ou même la SNCF. Et en moyenne, on arrive à obtenir plus 37% de candidatures qualifiées sur leurs offres d'emploi. Alors, j'ai pas tout compris, faut m'en dire un petit peu plus. C'est quoi? Donc, allez, on prend, tu t'as dit OVH, Ikea, SNCF. Okay. Allez, on va prendre Ikea. Voilà, allez, allons-y. Donc, quoi, tu screens la concurrence pour Ikea, des offres d'emploi qui sont faites. C'est ça. Dans quoi? Zone de chalandise, réseaux sociaux, sur l'ensemble des supports? Réseaux sociaux, les sites de recrutement comme LinkedIn, Indeed ou Glassdoor sont nos principales sources de données.
on récupère les offres d'emploi de leurs concurrents et on analyse les performances de leur campagne par rapport à ces entreprises. Mais comment tu peux analyser les performances de leur campagne? Tu sais pas s'ils recrutent ou s'ils recrutent pas, les concurrents. On peut analyser si le contenu de l'annonce est à la hauteur du marché avec les packages salariaux, les D'accord. avantages en nature. D'accord. Sur LinkedIn, on a accès aux candidatures des concurrents, donc on peut comparer si leurs annonces sont plus attractives en termes de candidature. On peut analyser aussi s'ils sont positionnés sur les bons médias, avec le bon message, les bons intitulés de poste. Et tout ça, mis bout à bout, ça permet de comprendre si leur stratégie de recrutement est alignée avec ce qui se fait et avec les meilleures pratiques. C'est vraiment du marketing. C'est du marketing. Je vous l'en dis. C'est vraiment du marketing. Là, on est sur de la veille concurrentielle pure. Clairement, on est sur de la veille. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'aménagement du site carrière. L'idée, c'est pour une entreprise de comprendre est-ce que l'offre d'emploi que j'ai mise sur le marché, est-ce qu'elle est compétitive par rapport à ce que mes concurrents peuvent faire? Parce que le marché du travail aujourd'hui, c'est devenu un peu la guerre. Exactement. C'est compliqué de recruter, les attentes des collaborateurs explosent. Du coup, c'est important justement, je pense, d'avoir ce genre d'outils pour les RH. Et comme on l'a vu avec les intervenantes de tout à l'heure, automatiser des tâches. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça tourne tout seul. Oui, tout seul. Il y a une plateforme qui récupère la donnée automatiquement et qui la nettoie pour pouvoir réaliser des analyses automatisées. On a juste à rentrer certains filtres, le métier recherché, la localisation, et toutes les analyses sortent instantanément. Enfin, il n'y a pas... pardon, hein, mais Non, il n'y a pas de souci. il n'y a pas un sujet légal non, il n'y a aucun problème. Non, parce que ce n'est pas de la donnée personnelle. On travaille vraiment sur des offres d'emploi mises en ligne sur des sites qui sont accessibles publiquement. C'est ça, tout ça est public. Donc, aucun problème légal ou de RGPD à ce niveau-là. Et derrière, sur est-ce que tu peux aussi analyser la durée de recrutement? C'est-à-dire savoir si... la mesure de l'efficacité des concurrents, elle est quand même très... Comment est-ce que je vais dire ça? Elle peut un peu se faire au doigt mouillé. Tu disais le marketing science bâtarde. C'est vrai que l'efficacité aussi des campagnes marketing, on la mesure, d'accord. Enfin, est-ce que tu arrives à être totalement non biaisé autour de l'ensemble de ces mesures que tu apportes? On reste une plateforme d'analyse de données, donc ça reste très objectif. Ouais. On va essayer d'éviter un maximum de biais, comme vous venez de le dire, et donc nous, on va analyser les faits. Le volume de candidatures sur LinkedIn, la rapidité à laquelle une offre est ouverte et fermée voilà, sur les différentes plateformes. Donc, est-ce qu'elle est rafraîchie pendant des mois parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir le poste, ou au bout de 2-3 semaines, elle est fermée sur tous les sites? Nous, on va rester sur ces facteurs-là pour estimer si les campagnes sont performantes chez la concurrence. Et donc tu disais, parce que tu l'as dit rapidement, mais reviens dessus, donc efficacité, les résultats, tu as des résultats à nous donner? Donc, sur les actions qu'on mène avec nos clients, suite aux analyses qu'on peut faire, on est en moyenne à plus 37% de candidatures qualifiées sur les métiers les plus en tension. Donc ça veut dire que sur une offre, au lieu d'avoir une centaine de candidatures qualifiées, on va plus être aux alentours de 140. Ce qui permet d'avoir plus de leads, du coup, vous parliez de leads, et ce qui permet de mieux transformer à la fin du funnel. Voilà. Donc c'est vraiment le rapport marketing. Ouais. Mieux transformer à la fin du funnel, voilà. C'est vraiment un jargon marketing. Ah, on est vraiment dans un jargon marketing. Et qu'est-ce qui vous intéresse, vous? C'est-à-dire que Cegid, vos outils se marient à ce que peut faire, par exemple, Monitor On n'a pas vraiment d'outils de benchmark des offres d'emploi concurrentielles, mais effectivement, vous regardez ce qu'ils font. Exactement. Voilà. Enfin, l'idée, c'est de justement, sans mauvais jeu de mots, monitorer. Ouais. Monitor. Des entreprises qui proposent des technologies qui sont assez disruptives pour le coup, parce que la veille concurrentielle d'offres d'emploi, c'est pas un marché qui est ultra concurrentiel, contrairement à des suites RH complètes, un peu dans lesquelles le marché dans lequel on se trouve. En effet. Donc l'idée, c'est vraiment justement de mentorer, pour utiliser un autre mot et arrêter mes jeux de mots, ce genre d'entreprise pour voir comment est-ce qu'elles peuvent s'intégrer dans notre écosystème technologique. Donc Monitor, Monito HR. Merci Olivier, merci d'avoir été avec nous. Merci avec Mohamed plaisir. de nous avoir accompagnés. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, le mois prochain, pour un nouveau numéro de Rebond en partenariat avec Cegid.